moi je vais appeler ça la romance de l'aventure. Tu peux partir en exploration au bout du monde sans t'habiller en jogging, tu vois. Il y a trop de marques où il y a un telling, mais en fait la story elle est en carton. On navigue dans un univers qui est très concurrentiel, tu sais. Malheureusement, les grands mots sont utilisés par tout le monde. Nous, il faut qu'on réduise vraiment à l'essentiel ce qu'on fait et pourquoi. C'est pas du bullshit marketing du tout, c'est les raisons intrinsèques pour lesquelles on fait des montres aujourd'hui et qui, je m'en porte garant, sont pas prêts d'être abandonnés. On veut un chrono qui soit fin, on veut un chrono qui soit différent et on veut un chronographe qui reste dans un prix qui soit relativement contenu. Donc ça veut dire remontage manuel? Pas forcément. Ouais, j'ai réussi à lui gratter un truc. Pas forcément. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Jérôme. Salut Xavier, merci de me recevoir. Bienvenue dans Petite Montre entre amis. Merci. Les amis, on va se régaler, on va apprendre des choses absolument fabuleuses. On va essayer de faire une sorte de 360 de la marque. Essayons. Serica, ça a été créé par toi et Gabriel, c'est ça? Alors qu'est-ce que tu fais toi chez Serica? Moi je rêve, je dessine des montres, je raconte des histoires et j'essaie de faire en sorte que ça dure, que ça continue, qu'on s'amuse et qu'on propose des belles choses. Ah, c'est tout ce qu'on aime les amis, vous le savez. Moi dans une montre, je vois le quoi, le comment et le pourquoi. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pourquoi Serica, pourquoi ces montres, à quoi elles ressemblent, c'est quoi l'idée qu'il y a derrière. Et tu es venu avec tes montres. Ouais, tes Serica. Mes Serica, je me suis dit que c'était sympa. Des montres Serica, j'ai même très peu de montres de série, pour pas dire pas. Et en fait, les montres que tu vois aujourd'hui, c'est les proto numéro 0 de tous les modèles qui sont sortis. Alors, qu'est-ce que tu as au poignet là? Parce que je crois reconnaître une montre, mais pas le bracelet là. C'est quoi ça? C'est mignon. Hein. Fais voir. Alors, je t'ai amené une vintage. Ouais, que je connais bien. Voilà. Et oui, je crois que tu es un fan de speed. Ouais, enfin, fan de design iconique et de jolies choses. Et la speed en fait certainement partie, c'est sûr. Il ne sait pas qu'il doit me la prêter, cette montre. Et si elle me va, je repars avec. Et oui. On discutera off caméra. Alors là, on a la GMT 8315, c'est ça? Exactement, ouais. Alors, cette montre est sortie quand? C'est pas la toute première, hein? Non, la GMT, elle est sortie en 2023 ou fin 2022, si je dis pas de bêtises. Ouais. Moi et les dates, c'est pas trop mon truc. Ouais. Et c'est l'évolution, puisqu'il y a eu plusieurs montres avant, mais la GMT, c'est celle qui, finalement, c'est la première fois qu'on passe en certification COSC, c'est la première fois qu'on met une complication sur une montre Serica aussi, avec leur GMT. Et c'est une montre, alors tu as bien vu qu'il y avait une petite nouveauté sur le bracelet. C'est une montre qui jusqu'à présent, elle est née sur cuir. Elle a évolué, attends, je vais t'aider, bouge pas. Vas-y. Tu as un poignet un peu plus costaud que le mien, donc on a juste, hop. Bon, donc là, c'est un tout nouveau bracelet, ça? C'est un tout nouveau bracelet qui est finalement je t'expliquais que cette montre du coup était née sur cuir, avait évolué sur ce fameux Serica Sport, qui est un bracelet en caoutchouc injecté très chouette, sur lesquels on a ajouté aussi des pièces de bout pour venir intégrer ce bracelet avec la boîte. Je me souviens, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et qui vient transformer la tête de montre et le bracelet en un objet fluide finalement et intégré, qu'on appelle la montre bracelet. Mais jusqu'à présent, c'est une pièce qui n'avait pas son bracelet acier. On avait évidemment le bon clip, on a la maille milanaise travaillée de façon spécifique sur la montre de plongée. Et ça, si tu veux, c'est vraiment la rencontre des deux. C'est-à-dire que quand je travaille sur le développement d'un bracelet acier, et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient celui-là, je sais. Parce qu'en fait, ça fait 2 ans et demi qu'on bosse dessus. Et ce bracelet-là, à réaliser en termes de fabrication, de production, c'est extrêmement complexe. On a l'association c'est finalement l'acier dans tous ses états. On a du tissage, on a de l'aplatissage, on a du guillochage, on a des lames pliées, on a du polissage, on a des pièces complètement embouties, on a des ressorts, on a des systèmes mécaniques. Et tout ça, quand tu veux faire des bracelets en série, c'est compliqué. Ça prend du temps. C'est un vrai développement. Ça, c'est le quoi? Tu vois, donc il y a beaucoup de technicité là-dedans, donc ce qui fait que ça prend du temps. Exactement. Voilà. Mais parle-nous un peu du pourquoi. Du pourquoi, et surtout, j'ai le souvenir, les amis, si vous ne l'aviez pas vu, on avait fait une trilogie avec Marc-Antoine qui était venu avec les trois Serica de l'époque.
qui était venu de Corse, qui est revenu sur la chaîne depuis, on te salue Marc-Antoine. Effectivement, sur la 8315, il y avait un bracelet que moi je trouvais trop habillé, pas assez daily, pas assez quotidien comme produit. Donc là, forcément, c'est une super surprise. Et c'est un bracelet qui ne ressemble pas aux autres, qui est très typé 60s, 70s, etc. C'est ta filiation personnelle, ça, en termes de culturel ? Culturel, oui, si tu prends entre le début des années 50 et la fin des années 60, il s'est passé plein de choses d'un point de vue artistique, littéraire, etc., forcément, qui moi, me parlent beaucoup, que j'ai peut-être un peu idéalisé, un peu fantasmé depuis que je suis gamin, c'est possible. Mais c'était surtout, si tu veux, une forme d'insouciance, mais une forme d'élégance, une forme de... Tu vois, ces bracelets-là, et toutes les montres Serica d'ailleurs, ont cette ambition finalement d'être des objets utilitaires, des objets fonctionnels, d'être des objets techniques, parce qu'on parle d'horlogerie. Il y a beaucoup de techniques, mais on veut aussi qu'il se passe quelque chose de particulier en termes de l'émotion. Et l'émotion, c'est une forme de beauté. Et la beauté, elle va être singulière, elle va être constituée de plein de choses, elle va se traduire par plein de choses aussi. Mais quand elle est, comment dirais-je, c'est tous ces petits efforts de détail, de matériaux, de finition, sans jamais renier finalement ou appauvrir la fonctionnalité de l'objet, qui moi va me rendre profondément heureux. C'est ce qui me fait sourire au quotidien, tu vois. Alors moi j'y vois un truc très séricesque. On dit Sericaesque ? Tu peux. Alors tu vas voir. On a une GMT. Dans l'imaginaire, la GMT, c'est la Rolex GMT Master. Voilà, 1675. Ouais. Donc c'est une montre de voyageur. Le mec qui voyage, il n'est pas chez lui, il s'habille comme il peut, il bosse, ou c'est un aventurier. Là, il y a toute une logique de com, etc. Mais dans la réalité, c'est le cas. Et là, moi, j'y vois la patte, manifestement, ta patte stylistique, c'est-à-dire qu'on est sur, donc, dans le jargon des montres, on va dire une tool watch, et là, on a un bracelet habillé. Et pour moi, la force de la marque, alors peut-être la faiblesse pour d'autres, c'est une combinaison de tool watch qu'on connaît depuis vos lancements. On a d'autres montres, les amis, et des protos de Jérôme. C'est l'association, la complémentarité, le décalage, forcément complètement assumé, entre la fonction ou le délire de l'aventurier, et de l'autre côté, le style et la classe. Ouais, mais on va dire, c'est exactement ça. Moi, je vais appeler ça la romance de l'aventure. Tu peux partir en exploration au bout du monde sans t'habiller en jogging, tu vois. Tu peux partir au bout du monde et te dire, je veux être élégant. Et ça, on essaye de l'incarner par des produits, mais en fait, c'est marrant. C'est un discours qui est pas une, comment dirais-je, aujourd'hui en termes de marketing, et j'ai lu une question là sur ton site, on va se marrer tout à l'heure, on va y répondre bien sûr. Aujourd'hui, quand tu as un discours de marque, souvent c'est considéré comme tel, un discours de marque, le fameux storytelling, tu sais, qu'on connaît. En fait, le storytelling, inventer une histoire sur un produit qui n'est pas vraiment abouti, effectivement, c'est du storytelling. Tu tournes en rond, ça ne rend pas grand-chose, et souvent c'est un peu vide de substance, ça s'appauvrit, et puis le bluff, il est grillé très très rapidement. Par contre, quand tu as une démarche de réaliser des objets, de créer une aventure horlogère dans notre cas, pour des raisons bien spécifiques, en fait, tu racontes pas une histoire, tu racontes ton histoire. Tu expliques simplement pourquoi tu fais les choses. Et en fait, cette volonté d'incarner cette élégance dans l'action, cette romance de l'aventure, on essaye d'aller jusqu'au bout de notre délire, et de l'incarner au maximum, sans concession aucune dans nos produits. Donc finalement, tu ne cherches pas avec tes montres, toi et Gabriel, et puis toute l'équipe qui vous a rejoint depuis. Vous êtes combien maintenant chez Serica ? On est une bonne dizaine. Ouais. Une bonne dizaine. Tu ne cherches pas à plaire à tout le monde, tu cherches simplement à expliquer et à partager ce qui, toi, tu aimes, ce que vous aimez, et après, ce que les uns et les autres... Alors, l'idée de cette vidéo, c'est essayer de la coproduire avec vous, les abonnés et les membres de la plateforme. Donc, j'ai demandé à pas mal d'entre vous, sur les différents canaux de communication, de poser des questions à Jérôme. Et là, effectivement, il y avait la question de Vianouche 1, un gros contributeur, et je te salue, justement, qui faisait... je vais vous afficher sa question à l'écran, etc. Mais c'est
moi, j'appelle ça la puissance de la marque Serica, extrêmement structurée, précise, etc., avec plein de petites touches qui nous font penser à, etc. Je l'avais même dit dans une vidéo il y a longtemps, les références des montres Serica, eh ben, tu l'as dit en toute transparence, on parlait de la GMT Master et toi tu as tout de suite parlé d'une référence de la GMT Master, la 1675, donc les références akatchiques de Serica. Et il y en a, et c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde, qui se disent, est-ce que c'est pas un moment too much? Et donc, comment tu construis tout ça, etc. Est-ce que le sujet, c'est aussi d'entendre ce que le marché dit? Bien sûr. Puis parfois, il y a du truc à prendre, parfois non. La réponse, elle est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que jeune marque indépendante, on n'a pas, si tu veux, le luxe de communiquer avec les moyens, avec la puissance, avec le volume sonore d'un grand groupe de luxe auquel appartient beaucoup de marques aujourd'hui. Ça veut dire que notre discours, il doit être le plus clair possible, le plus concis possible, et exprimé avec le moins de mots possible. On navigue dans un univers qui est très concurrentiel, tu le sais, où malheureusement les grands mots sont utilisés par tout le monde. Nous, il faut qu'on réduise vraiment à l'essentiel ce qu'on fait et pourquoi. Et ça, c'est pas du bullshit marketing du tout, c'est les raisons intrinsèques pour lesquelles on fait des montres aujourd'hui. Et qui sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 6 ans, et qui, je m'en porte garant, sont pas prêts d'être abandonnés. Ouais, et puis si vous le voyez un peu comment il est habillé, Jérôme, vous voyez bien qu'il est dans un style assumé, recherché. Et moi, mais c'est effectivement le même regard, tu vois. J'aime avoir la liberté de mouvement dans mes vêtements. J'aime pouvoir mettre ma montre pour faire. Mais c'est pour ça que j'aime bien toujours parler de style vestimentaire sur la chaîne, parce que justement, moi, c'est un truc qui m'intéresse pas. Okay. Par contre, je suis toujours passionné et je suis toujours passionné d'écouter un passionné. Et en fait, quand on voit ce produit-là et qu'on le met à ton poignet, bah ouais, mais là, on est complètement dans le thème et dans le style. Et tu parlais de storytelling. Le storytelling, c'est avec un trait d'union, mais en fait, c'est 2 mots distincts. Il y a le story et le telling. Et voilà. Et le problème que moi, je vois sur pas mal de marques, et c'est pas parce que c'était là que je vois pas pour moi, Serica est pas dedans, c'est qu'en fait, il y a trop de marques où il y a un telling, mais en fait, la story, elle est en carton. Voilà, c'est juste, il faut les bons mots, les bons trucs, les bons machins, etc. etc. Ça se vérifie avec le temps. Tout ça, et la solidité avec laquelle vous êtes. Si on revient simplement sur ce produit-là, là je vois les Endlinks que vous avez sortis il y a 2 ans, et là c'est amovible ça ou... Exactement, ça veut dire que ce bracelet-là, il s'intègre via ces fameux Endlinks Guilloché qui existent déjà pour toutes les collections sport professionnelles de chez Serica. Ouais. Ça veut dire que ce joli nouveau bracelet va être compatible avec référence 4512, 6190 et 5303. Ça veut dire que sur cette 8315, je peux enlever ce bracelet métallique et mettre un bracelet caoutchouc avec les mêmes pièces debout. Caoutchouc ou cuir ou tissu, de chez vous ou de chez les autres. Exactement. Alors combien ça coûte une 8315 sans ce bracelet? Ou alors maintenant c'est systématiquement avec ce bracelet? Comment ça marche? Aujourd'hui, et encore dans une volonté d'avoir une offre qui soit claire, qui soit restreinte, qui ne soit pas à la carte, pour être plus lisible justement, parce que tu n'as pas envie de tomber dans les combos. Moi j'aimerais ce cadran avec ce bracelet, avec ce machin et cette pièce. Et on s'en sort plus, on reste une petite équipe finalement, tu vois. Et je pense qu'en termes de clarté de gamme et de lisibilité et de compréhension de la marque, c'est aussi très important. Donc la GMT sur ce bracelet aujourd'hui est à 2090. 2090 avec pièce debout et bracelet. Avec pièce debout et bracelet. Ouais. Ok. Sachant qu'historiquement, elle était donc sans le bracelet, sans pièce debout. Sans bracelet, sans pièce debout, à 1009 jusqu'à présent. Ok. Exact. Ok. Donc il y a 140 balles. Attends, combien tu m'as dit 2090, ouais. Ouais, 190 €. Ok. Les possesseurs des premières 8315, enfin des premières. Ceux qui ont déjà une 8315, déjà avec les pièces debout, pourront acheter le bracelet sans les pièces debout. Et celui qui n'a que le bracelet? Celui qui n'a pas de pièces debout, il peut acheter les pièces debout et le bracelet. Ça, c'est possible. Ok, c'est bon ça. Et bien sûr. Donc ça vient de sortir. Exactement. Ouais, grosse demande, on s'en souvient. Je pense que tous ceux qui apprécient la 8315, que ce soit celle-ci, comment tu l'appelles? Elle est théoriquement elle est marron, mais marron ça sonne pas bien dans la com. Non, c'est qu'en fait il y a beaucoup de couleurs. Tu vois, marron ce serait une grosse tartine de Nutella. Là, tu as un insert en céramique Biton qui est un marron orange rouge.
tu as un cadran marron, tu as des accents dorés, et en fait, tu as une alliance de teintes très organique, très terre, en fait, finalement, qui vont, oui, c'est une montre qui va tirer vers les marrons, et c'est des couleurs que j'apprécie particulièrement, mais il y a du relief, et c'est ça qui est important. Et donc, on l'a baptisé Rouge Sable. Donc, il y a deux 8315, celle-là et la noire. Noire et blanche et la noire et blanche. La marron, exact. Ok, le sujet du bracelet, c'est central en fait chez Serica. On va jumper sur un autre modèle qui pour moi était le symbole aussi de ce que vous avez fait par le passé. Dis donc, t'as que des montres avec la couronne à 9 heures ? Ouais, c'est mon petit délire. Mais tu portes à la main droite ? Je suis gaucher, je porte à gauche comme un droitier, mais je mets la couronne côté bras et non côté poignet. Et ça, c'est la volonté de se dire finalement qu'on a deux poignets, il n'y a pas de règle. Tu la portes à droite ou à gauche comme tu le sens. Même si traditionnellement les droitiers la portent à gauche parce qu'à l'époque, quand on écrivait beaucoup, c'était un petit peu embêtant d'avoir la montre. Non, l'idée, c'est de se dire qu'une couronne de remontoir, ça peut être c'est asymétrique, ça peut être un petit peu grand, etc. Et en fait, d'un point de vue purement ergonomique, quand c'est côté bras et non côté poignet, c'est quand même vachement plus agréable. Alors là, évidemment, les deux sont possibles parce que les boîtes sont bien proportionnées, elles sont pas trop grosses, etc. Donc tu mets la couronne à droite ou à gauche, finalement, de l'un côté ou de l'autre. Normalement, sauf si tu fais partie de ces personnes qui portent la montre extrêmement serrée, vraiment sur la cassure du poignet, ça ne devrait pas poser une gêne ou un problème. Après, c'est une petite singularité en plus, puisqu'à ma connaissance, on est la seule marque au monde à offrir ça au choix. Évidemment, il y a des gens qui font des montres destro, comme on appelle ça. Mais choisir sur toutes les références d'avoir la couronne à droite ou à gauche, ça... C'est sur toutes les références, aussi sur la parade, non, qui a une forme complètement différente. Pas sur la parade, parce que la parade, si tu veux, c'est une boîte de plus petite taille aussi, mais c'est surtout une boîte qui est symétrique, avec une couronne de remontoir qui est intégrée dans le boîtier. Donc finalement, que tu la mettes à droite ou à gauche, il n'y a pas de gain ergonomique. Là, on a... donc toi, tu as choisi... Alors évidemment, tu le rationalises, etc. Le fond du fond, c'est que toi, tu préfères. Toi, personnellement. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un choix qui est celui... un choix, comment dirais-je, un choix de se dire, pour moi, c'est plus cohérent. Pour moi, il y a une fonction qui est non seulement esthétique, mais aussi fonctionnelle. Très bien. Après, ça perturbe plein de gens. Et comme je le dis souvent, je sais que toi, ça te perturbe. Si tu vois une couronne à gauche et que tu fais un mini-infarctus en te disant oh, putain, j'ai l'impression d'avoir mis ma montre à l'envers, ça va pas du tout, je me sens pas bien, je vais passer une sale journée. Tranquille, je force personne. Par contre, simplement, j'invite à se poser la question. À se dire, tiens, en fait, est-ce que ce serait pas plus confort à gauche ? Après, c'est une différence esthétique. J'aime pas trop faire comme les autres de base, depuis que je suis tout petit, tu vois. Donc ajouter une singularité sur la pièce, c'est quelque chose de différent avec la couronne de l'autre côté, ça me parle aussi. Alors justement, tu parlais de se tromper de sens. Tout est possible. Voilà, tu parlais de se tromper de sens, c'est typiquement la logique du cadran California avec sur la... Pas de sens, justement. Voilà, c'est ça, puisque forcément, si le 4, 5, 6, 7... 8 sont pas en bas de la montre, c'est que forcément elle est à l'envers, alors que là, si on la met comme ça, voilà. Là, c'est le sujet un peu, c'est origine militaire, tout ça. C'est qu'est-ce qui fait quand, quelle que soit la position dans l'espace dans laquelle tu es, tu ne te trompes pas de lecture. C'était d'ailleurs un brevet Rolex à l'époque, fin des années 40, si je dis pas de bêtises, développé pour l'US Navy en Californie, qui était basé à San Diego. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle California Dial, puisque nos amis japonais dans les années 80, qui étaient à ma connaissance les premiers collectionneurs à s'intéresser à ces cadrans, faisaient des petits voyages en Californie, parce qu'évidemment, comme l'US Navy était basé là-bas, c'est là où il y avait le plus de vestiges de ces cadrans California sur des petites double back à l'époque. Mais c'est vraiment ça. Moi, je l'aime beaucoup parce que d'un point de vue, tu vois, mon approche du design, elle est très fonctionnelle. C'est-à-dire que si tu me poses une question sur le moins de centième de millimètre d'une de mes montres, je t'encourage à le faire. Si j'ai pas une réponse évidente et claire, ça va te faire de moi, si tu veux, quelqu'un de très triste. Je vais me sentir en porte-à-faux, putain, je suis mauvais, il n'y a pas de fondation, si tu veux, à mon dessin et ça m'embête. Le cadran California, c'est ça, on utilise le dessin, finalement, pour résoudre une problématique. J'ai des mecs qui font des erreurs de lecture quand ils ont la tête à l'envers, c'est un fait. Comment je résous ce problème ? Je divise le cadran en deux hémisphères distincts, avec deux systèmes numéraires distincts.
pour qu'avec un poil d'habitude et même la tête à l'envers, les mecs sachent absolument où ils sont, où est le 12, où est le 6, où est le nord, où est le sud. Et ça reste, comme tu l'as très bien dit, c'est une origine militaire, donc on reste extrêmement lisible, extrêmement clair. Mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose aussi, avec ce triangle, ce rectangle horizontal à 6 heures, on a presque une approche un petit peu art déco, un petit peu plus inhabituelle, c'est certain, tu vois, un petit peu quirky peut-être. Faut que je fasse attention à ne pas parler comme Jean-Claude Van Damme, c'est un de mes défauts. Si je commence à mettre trop d'anglais dans le français, tu m'arrêtes tout de suite. Non, mais il y a ceux qui aiment, qui diront c'est cool, et ceux qui n'aiment pas et qui diront c'est pas possible ça. C'est pas grave. Tu parles d'origine militaire, celle-là, ça c'est la référence 4512. 4512, ouais. Voilà, donc bon, pour les fans de speed, il y a peut-être un petit quelque chose, tu nous diras quand même sur le choix. Non, mais je vais te le dire tout de suite. Voilà. Je vais te le dire tout de suite parce que c'était une des questions tout à l'heure de ce monsieur qui semblait ne pas trop aimer les références. Alors la référence, ça a plusieurs avantages. C'est pas que Rolex, c'est toutes les montres finalement depuis la nuit des temps. Les références Rolex, on les connaît certainement un peu plus avec les références Patek et Audemars, etc. Parce qu'en fait, il y a eu un grand marché de la collection. Et entre chaque variation de référence, il y a une variation, ça correspond à une variation de montre finalement, à des caractéristiques techniques, à des variations cadran, à des variations de taille de boîte, etc. Et aujourd'hui, tu vois, on peut appeler, c'est un chronomètre de plongée Serica, c'est une field watch Serica, mais en fait, si je dis ça, même uniquement au bout de 5 ans, 6 ans d'existence, je ne sais pas de laquelle je parle. Si je te dis c'est une field watch Serica, puisqu'en fait, rien que sur celle-ci, on a déjà 3 itérations différentes, avec des caractéristiques bien différentes, en termes de mouvement, en termes d'étanchéité. Tu parles de celle-ci, là on est toujours sur la California. Non, sur la field en général. Sur la field en général. Mais même la California, il y en a déjà plusieurs. Non mais alors attends, avant, parce que sinon, il va m'empêcher de faire le montage correctement. Là, on est sur les fields. Non, t'excuses pas, au contraire. Là, on comprend toute la logique. Là, dans les mains, alors je vais essayer de faire une photo, etc. Mais en fait, on a 3 fields distinctes. Exactement. On a celle d'origine qui est là. Donc ça, c'est la 3W. La toute première, la Serica 3W, exact. C'est pas le World Wide Web, c'est le Wrist Watch Waterproof, qui était l'acronyme finalement. C'est comme ça que vous êtes lancé. Ouais. Ok. Ouais. Après, il y a eu la 4512 et après la 6190. Exactement. Ok. Et en fait, pour vous, ça, c'est vos field watch. Sauf que c'est 3 références distinctes, et donc à chacune de ces 3 différences, il y a un boîtier qui est potentiellement différent, un mouvement qui est différent, des réglages qui sont différents, des fonctionnalités différentes. Techniques qui sont différentes. Ouais. Alors, à savoir que ces 3 montres n'ont jamais été commercialisées en même temps. C'est vraiment l'évolution de la field watch Serica. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la field watch Serica, c'est la référence 6190 dans une configuration MSL que tu vois ici, qui est pour nous la version la plus aboutie. C'est-à-dire que dans un souci de clarté du message, comme on l'exprimait tout à l'heure, on était arrivé à un moment donné, il y a quelques années, avec une montre mécanique à armage manuel, qui était la 4512, une montre automatique qui était la plongeuse, une montre certifiée chronomètre, complication qui était la GMT. Donc là, tu vois, la photo de famille, elle est un peu vacillante parce que, qu'est-ce qu'ils font, Serica ? Est-ce qu'ils font des montres mécaniques ? Est-ce qu'ils font des montres automatiques ? Est-ce qu'ils font des montres COSC ? Et c'est pour ça que la volonté, je sais que c'était une autre question d'ailleurs de l'un de tes lecteurs. On va le retrouver tout de suite. C'est une question, il y en a plusieurs en fait, j'en profite et je vous remercie. On a Romain YouTube, lui il pose la question sur un mouvement à quartz et j'aimerais qu'on y vienne dessus. On a Lazarus77, lui qui est très content du fait que vous ayez cosqué toutes vos montres, mais qui pose quand même la question, peut-être un modèle pas COSC qui pourrait être moins cher. Donc là, il y a aussi un sujet d'un marché à adresser avec des moyens de clients potentiels qui sont différents. Et là, David, fais un petit effort sur ton pseudo parce que ça a l'air d'être David L4E8J. Alors lui, il te chauffe, c'est peut-être le futur de Serica avec un mouvement manufacture. Voilà. Un jour peut-être. En tout cas, il y a eu une évolution. L'évolution de fournisseurs de mouvement, pas COSC au départ. Remontage manuel puis automatique, et puis maintenant tout est COSC automatique. Encore une fois, pour souci de clarté et pour offrir le meilleur de ce qu'on peut offrir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on aime bien
c'est rigolo, un armage manuel on aime bien, il y a ce côté rituel, routine du matin, etc. Mais c'est vrai que la montre automatique c'est quand même plus pratique. Quand on fait l'effort de le mettre dans des boîtiers qui sont pas trop épais, finalement on reste très élégant. Et la certification chronomètre, ma foi, c'est un contrôle qualité très poussé de nos amis suisses, qui n'est pas toujours rigolo, qui nécessite, en termes d'organisation, en termes de logistique, c'est contraignant, clairement. Mais c'est de se dire, le mouvement qui est dans la tête de montre que j'envoie à mon client, elle est passée par une étape supplémentaire, elle a fait l'objet d'une attention spécifique, supplémentaire, et c'est un contrôle qualité plus. C'est de se dire que la montre que j'expédie, elle incarne au mieux ce que j'essaye de défendre, c'est-à-dire une horlogerie qui est robuste, qui est précise, qui est fiable. C'est ça. Et donc aujourd'hui, partir sur du quartz, un jour pourquoi pas, mais plutôt, j'ai rien contre le quartz, c'est pas un gros mot, j'aime beaucoup ça, c'est pas un problème. Mais c'est pas nous. Et aujourd'hui, partir sur un autre terrain, je préfère finir d'explorer. Dieu sait qu'on n'a pas fini d'explorer les chemins du mécanique, tu vois, pas encore. Et se dire, ok, par challenge, tu vois, même dans la parade qu'on verra tout à l'heure, on a réussi à mettre un calibre automatique avec la masse oscillante, avec 100 mètres d'étanchéité dans 8,2 mm d'épaisseur. Avec le quartz, vous pourriez faire encore moins épais. On pourrait faire moins épais, mais moins épais, moins étanche, c'est moins Serica aussi tout de suite. Moi, j'ai beaucoup aimé la sortie de la Serica, d'abord pour la prise de risque. La parade, tu veux dire. La 1174, la parade, pour la prise de risque, on va la voir après, mais je voudrais revenir avant ça, parce que la parade, forcément, ce qui la caractérise, c'est sa forme complètement différente. On n'a plus un autre des marqueurs de la marque, qui sont les aiguilles Brodaro, notamment l'aiguille des minutes. Mais là où je voulais venir quand même sur un point, et parce que c'est une des questions centrales de la communauté d'Ali-Schuss. Là, on a les 3 générations de Field qui sont là. Elles ont des degrés de finition qui sont différents, jusqu'à arriver avec des anses qu'on va dire, on va les appeler lyres, un peu de choses près. Ce sont les anses lyres, c'est voilà. Ça, ouais. On est à combien de diamètre? On est à globalement 38. On est un petit 38, on est un 37,7, mais avec une grande ouverture cadran, donc c'est un vrai 38. Ouais. Voilà, et donc il y a beaucoup de questions sur la taille. Ouais. Et écoutez, la vie n'aimant pas le vide, tu as 2 types de questions. Et là, il va falloir que tu sois bon pour répondre. Tu as quand même une question sur de Jeannot 2A. Alors il est de Corse, celui, je ne sais pas si c'est un copain de Marc-Antoine. Ouais. Moi j'aimerais savoir pourquoi vous ne proposez pas de modèle en 41 ou 42, parce que là j'y vais direct avec mon poignet de 19,5. Ouais. Et puis il y en a un autre, alors lui c'est différent, c'est que lui il aimerait plus petit, un 36, voire un 34. Allez, démerde-toi avec ces 2 opposés. Mais les deux, et là, est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc à faire? C'est-à-dire que je te chauffe un peu sur la suite, tu vois. Est-ce qu'il va y avoir un jour, peut-être ou pas, une 4e itération de la Field Watch? Ce qui ne va pas être facile, mais il faut être créatif. Est-ce que la suite, ça peut pas être un peu plus gros, un peu plus petit? En fait, c'est marrant parce que entre le 36 et le 42, il y a justement le 38. Donc cette volonté-là, tu vois, se dire... Ouais, mais celui qui a le poignet de Thanos, là où tu es, c'est trop petit, et inversement. Mais le truc aussi, c'est que, encore une fois, on est une jeune société indépendante, et je ne sais pas si tout le monde se rend compte du travail, de l'investissement et du temps de développement d'une montre mécanique. Ça prend, en général, ça nous prend entre 2 et 3 ans, facilement, minimum. Entre le premier coup de crayon, la validation, les développements techniques, les problèmes, il faut compter 3 piges, minimum. Et ça, 3 ans avec les investissements, on ne peut pas aller sur tous les fronts en même temps. Donc en fait, notre bataille à nous dans un temps 1, puisqu'on est encore dans le temps 1 aujourd'hui, c'est justement de faire cette taille que moi je considère comme... alors parfaite, c'est un grand mot, mais en tout cas, si la chance qu'on a aujourd'hui en 2025, bientôt 2026, quand on dessine les montres, c'est de se dire, ok, je peux poser un regard critique, éduqué, sur globalement 120 ans d'horlogerie de poignet.
qu'est-ce qui se passe sur 100 ans d'horlogerie de poignet? On se rend compte en apprenant, en étudiant cette histoire de l'horlogerie, qu'il y a plein de choses qui ont existé, il y a plein de tailles différentes de boîtiers pour les montres et d'hommes et de femmes. Et certaines s'insèrent dans des époques, sont très temporalisées finalement, certaines s'insèrent dans des modes très courtes, et d'autres finalement ont ce potentiel magique de traverser les décennies, les tendances, la tête est haute, en bombant le torse, et même 60, 70 ans plus tard, on a tous les yeux qui brillent parce que waouh, c'est quand même vachement bien. Et ça, si on réduit ça simplement à une taille, qui veut finalement pas dire grand chose, parce que je peux te dessiner un 36 trop grand et un 41 trop petit, ça joue à plein de choses, c'est des épaisseurs de bois, des ouvertures de cadran, enfin il y a plein de choses qui jouent. Finalement, pour moi, entre 35 et 39, t'es sur quelque chose qui, quand c'est bien exécuté, encore une fois, parce qu'on ne parle pas de mal faire les choses, qui ont ce potentiel-là d'être à la fois assez grand pour pouvoir paquer des caractéristiques techniques fiables et un petit peu extrêmes en termes d'étanchéité, etc., de mettre des mouvements solides, puisqu'en fait, plus tu fais de la miniaturisation, plus tu vas dans la fragilité aussi, moins tu vas dans l'étanchéité. Et plus tu augmentes les tailles de boîte, plus tu mets une horloge au poignet, moins tu vas avoir cette polyvalence de l'objet entre je rentre dans la boue et je mets mon costume de soirée. Et toute l'ambition, toute la démarche de nos mondes, c'est justement de pas trébucher ni dans un environnement ni dans l'autre. C'est-à-dire d'être assez robuste pour pouvoir aller faire des choses extrêmement demandantes et être assez élégante. Et la taille, pour moi, fait partie de cette élégance-là. La finesse, la taille. Mais pour répondre à Thanos, qui a un poignet de 19,5, pourquoi pas? C'est pas une bataille qu'on est en train de mener aujourd'hui, mais dans le futur, pourquoi pas? Puisqu'évidemment, la plupart des gens, j'espère, qui porteront des montres Serica demain ne nous connaissent pas encore. Il y a, il est vrai, des tailles et des formes de poignées différents, et dans un monde idéal, à moyen terme, il y en aura pour tout le monde, et ça passe par des tailles aussi, bien sûr. En tout cas, vous le savez, moi je suis un entrepreneur avant toute chose. Ce qui est intéressant, c'est que moi je pense que dans ce que tu dis, il y a deux choses essentielles. Vous n'avez pas la taille aujourd'hui pour chasser sur des références qui partent un peu dans tous les sens. Vous n'avez pas la taille, vous n'avez pas les moyens financiers, vous n'avez pas la structure pour pouvoir le faire. Et il y a un autre sujet, c'est que il y a une vision de long terme. Et la vision de long terme, à un moment ou un autre, ça veut dire, mais si on fait des choses plus petites, potentiellement trop petites, on va adresser une niche, donc c'est petit. Si on fait des choses plus grosses, plus bestiales, plus puissantes, comme ça a été un moment sur les 10 dernières années, le sujet plutôt des montres imposantes, etc. Le jour où il y a un inversement de tendance, là ça devient plus compliqué. Et donc là en fait, soit on le prend du mauvais côté, c'est-à-dire on se dit c'est nini, il n'y a pas de choix. Alors qu'en fait, vous, au contraire, c'est le choix, finalement, avec des produits très recherchés, aboutis en termes d'exécution, mais avec quelque chose qui est quasiment intemporel sur le style et l'élégance et qui peut durer sur le long terme. L'ambition, elle est vraiment là. Et c'est pas essayer de trouver une niche pour plaire encore une fois au plus grand monde. C'est de se dire que, pour moi, cette fameuse élégance intemporelle, il y a tous ces grands mots-là, ils essayent de se transmettre et de s'incarner dans des produits. Et pour moi, en termes de taille, elle se situe ici, sur la montre sport en tout cas, tu vois. Mais tu vois, tu portes une Speed en 42 avec un boîtier asymétrique, un vrai travail sur la bande de carrure, ça se porte très bien. Donc c'est possible. Tu disais, Serica, vous êtes au temps 1. On va parler de la parade tout à l'heure, mais qui est pour moi bien l'illustration que c'est le temps 2 pour Serica, parce qu'on sort complètement de l'ADN historique de Serica, et entre, on a vu la 80-35, la GMT et la Field Watch, il y a peut-être, moi j'ai l'impression, le produit qui vous a fait exploser, c'est la plongeuse. Donc tu es venu avec deux plongeuses, la 5303. La 5303, la toute première. Et 5303, on n'est pas loin d'une autre référence. Mais tu sais, j'aime bien le chauffer, mais si je te chauffe, c'est pour que tu me répondes. Mais je vais te répondre. Regarde. Et toutes les références, d'ailleurs, chez nous, elles ont un sens. C'est-à-dire qu'évidemment, la Field Watch comme la montre de plongée, j'ai pas la prétention de l'avoir inventée.
Il y a des gens extrêmement talentueux, des designers, Et sachant que personne n'est d'accord sur qui l'a inventé, parce qu'en fait, réellement, les montres, il n'y a pas d'inventeur ultime, sincère, authentique, indiscutable, quel que soit le sujet. C'est toute une combinaison d'influences, surtout dans l'industrie suisse, qui est faite d'une affaire de partenariat entre les acteurs. Et c'est pour ça que tu vas voir que la raison du pourquoi de cette référence-là, 5303, elle n'est pas sur une montre en particulier. Alors évidemment, la naissance, la paternité de la montre de plongée, elle est accordée souvent entre 52 et 53 pour les militaires, en faction civile, etc. C'est un peu la guéguerre entre Blancpain, entre Rolex, et il y en avait même un troisième à l'époque qui était Zodiac. Ce qui s'est passé, c'est que d'un point de vue en tout cas civil, pour le grand public, la présentation de la première montre de plongée telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec ses index luminescents et avec cette lunette tournante graduée sur 60 minutes, a été présentée à Baselworld en mars 1953, à la fois avec la Sub et à la fois avec la Zodiac Seawolf. Donc ça, c'était la première fois que le monde, si tu veux, découvrait l'esthétique de la montre de plongée. Et ça, c'était en mars 1953, d'où la référence 5303. C'est beau. C'est pas pour faire comme Rolex, c'est pour justement rendre hommage, si tu veux, à des gens qui ont inventé quelque chose de fabuleux, sur lequel on essaye, nous, modestement, de nous exprimer à notre tour. Et il y a une réflexion derrière, et il s'avère que ça se combine bien. Et là, c'est en regardant le cadran, je me dis, ah, mais ça me fait penser à cet épisode que j'avais fait, alors je suis désolé, j'ai oublié son prénom, qui était venu parler de sa 5303. Okay. Et sur le cadran, il y a, mes yeux peuvent me trahir, S617. S617, ouais. S617, voilà. Ouais. Je crois que c'est un truc de sous-marin. Exactement. Voilà. Ouais. Et ça a disparu. Ça a disparu parce que. Voilà. Alors, donc, c'est qui ce S617 ? S617, c'est la référence d'un sous-marin nucléaire français lanceur d'engins, avec lesquels, à l'époque, on était en contact, d'ailleurs, pour que cette montre soit faite en partenariat avec eux aussi. Ça s'est pas fait spécialement, mais donc, le nom était cool, puisqu'en fait, venait incarner quelque chose qu'on aime chez nous, puisque le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est pas juste pour dire il y a des engins, on est le meilleur, mais il y a un côté, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, si tu veux, c'est une arme de dissuasion. C'est quelque chose de discret, personne ne sait où il est. Et en fait, la volonté de faire quelque chose qui s'exprime non pas par une marque, puisque tu vois qu'elle apparaît pas de façon évidente à midi sur le cadran, mais s'exprimer par un dessin, par des codes qui seraient les nôtres, c'était plutôt cool. Ça, c'est une question, je t'interromps, mais c'est la question de Lilian. Lilian Cully, pourquoi ne pas afficher la marque sur le cadran ? Je crois que c'est la question que tout le monde s'est toujours posée. Il y a toujours des gens qui se la posent. On va y répondre. Donc là, vous voulez mettre le Swiss Made systématiquement. Pas la marque sur le cadran ni sur la couronne. Non, parce qu'en fait, si tu veux, qu'est-ce qui fait d'une montre qu'on a les yeux qui brillent ? Est-ce que c'est une marque sur un cadran ? Parfois, peut-être. L'idée, en tout cas... Il y en a deux, trois, c'est le cas. Hein. Il y en a deux, trois, c'est le cas. Mais quand tu démarres, quand tu crées une marque de zéro, comme on l'a fait en 2019, cette marque-là n'a pas de puissance de marque, elle n'a pas d'image de marque. Personne ne connaît Serica en 2019. Donc en fait, mettre un grand Serica sur un cadran, ça ne veut rien dire. Une marque n'a pas d'image, elle ne veut rien dire tant que tu ne l'as pas incarnée avec des produits sur le long terme. Tant que tu n'as pas fait des choix qui sont cohérents et consistants sur le long terme, c'est-à-dire créer un objet en lequel on peut avoir confiance, en tant que client, en tant qu'utilisateur, en tant que... cette marque-là, elle ne veut rien dire. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est justement de se dire, ok, est-ce que si demain, on parle de la plongeuse, très bien, je copie, je colle un dessin de submarineur et je marque Serica sur le cadran à midi, est-ce que ça fait une montre Serica ? Ben non. Voilà. Donc se dire, on enlève ce biais du logo, ce biais du truc, et on va se mettre à dessiner quelque chose qui doit incarner, ressembler la montre Serica, sans venir le brander avec un grand tampon à midi. Et ça, c'est un effort d'exigence qui est constant et qu'on continue à faire, avec la volonté qu'une montre Serica soit reconnaissable, que tu la vois à un poignet et tu la reconnais, si tu sais ce que c'est, évidemment. Tu la prends pas pour autre chose parce qu'elle a son identité propre. Elle n'essaye pas de ressembler à Pierre-Paul Jacques,
elle veut être Serica. Là, on revient sur la vision de long terme, mais la vision de long terme, c'est bien, mais il y a quand même l'exécution, parce que, effectivement, qu'est-ce qui fait que quand on voit une 8315, 75303 et les Field Watch, on reconnaît que c'est des Serica? Maintenant, c'est la forme du boîtier, le destro disponible sur demande, et là, en l'occurrence, c'est les aiguilles, c'est cette façon très particulière, assez centrée de mettre les index. Mais ça, c'est l'histoire qui l'a dit. Donc bravo à vous d'avoir réussi initialement en 5-6 ans. 6 ans, ouais. D'avoir réussi ça. Mais au départ, effectivement, au départ, c'était pas connu, et vous auriez pu être tenté de dire, puisqu'on n'est pas connu, il faut qu'on affiche notre nom pour commencer à construire cette notoriété. Ça, c'est peut-être le designer utopiste en moi qui se dit que ce dessin-là, en tout cas, a le potentiel d'incarner notre ambition et d'être reconnaissable, incarne tout ce que je veux incarner sans avoir à mettre de marque dessus. Tu vois. Se différencier par justement une proposition esthétique, mais c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, surtout quand on travaille comme nous à une échelle aussi réduite, 37, 39 mm, dans lequel finalement beaucoup de composants doivent interagir pour créer un ensemble. C'est pas évident, surtout quand on reste sur une construction de boîte finalement assez classique en 3 parties, tu vois. Mais c'est là justement où en fait, quand tu regardes 39 mm, tu dis ouais, c'est petit, le terrain de jeu il est pas bien grand. Par contre, quand tu te dis mais en fait, moi je joue au centième de millimètre, donc 39 mm, ça fait beaucoup de centièmes de millimètre. Oui, bien sûr. Et en fait, quand tu considères ça, en fait, bouger un index, une longueur d'aiguille, la position d'une échelle, etc., l'ouverture d'un cadran, c'est plus, t'es plus en train de jouer dans un truc étriqué. T'es en train finalement de construire une ville. Et dès que tu bouges, en fait, tu changes d'un bloc. Tu vois ce que je veux dire ? Là, ce que tu décris, c'est ce que ceux qui ne sont pas fans de montres ou plus amateurs ont du mal à percevoir. C'est qu'un 39 peut faire gigantesque ou il peut faire petit. Et une version 3D peut être fantastique. Puis quand elle arrive en prototype moulé en résine, ça marche pas du tout. Et inversement, et c'est ce qui explique que ça prend 3 ans. C'est ce qui explique que ça prend 3 ans. Ça prend 3 ans à partir du moment où vous avez envie de faire quelque chose où sur chaque sujet, il y a une réflexion que certains, et on l'a compris avec les questions de Vianouche, pouvaient être perçues comme capillotractées. Moi, je pense que c'est ce qui fait la différence en fait dans un produit. C'est qu'est-ce qui fait que ceux qui l'ont fait, on sait pourquoi ils l'ont fait, on sait qui ils sont. Et souvent, je suis chauffé par les abonnés parce que je suis globalement contre les chinoiseries. Pour moi, une chinoiserie, c'est pas une affaire de où c'est fabriqué. Le sujet, c'est non mais pourquoi elle existe cette montre ? Si une montre existe pour refaire une énième Rolex Submariner avec un autre logo, avec 3 fois rien qui change, parce que ça permet de passer dans les fourches codines du juridique, ça n'a aucun intérêt, quand bien même elle serait super finie et pas chère, etc., etc. Et les amis, j'essaye de vous convaincre là-dessus. Quand on regarde, on se dit, qu'est-ce qu'on achète ? Et là, j'ai sorti l'autre 5303, donc celle, on va dire, qui est un peu plus bleue, on va dire, avec le bracelet historique. Exactement. Donc en fait, là, ça fait 3 bracelets différents en acier. Vous êtes chaud quand même sur le sujet. Ouais, c'est marrant parce que c'est le bracelet acier. C'est presque le truc qui fait que tu identifies une Rolex tout de suite avec son bracelet Oyster ou son gilet, une Royal Oak, une Nautilus, etc. Et sortir quelque chose de différent, c'est pas simple. C'est pas simple et c'est encore plus compliqué qu'une montre en fait, en termes de développement. Puis c'est vrai qu'à l'époque, en fait, les gens qui faisaient les bracelets de montres étaient des chaînistes. À l'époque, historiquement. Des chaînistes qui faisaient les chaînes pour les montres à gousset. Donc ces gens-là avaient des compétences en joaillerie qui étaient exceptionnelles, du torsadé, du machin, et du coup faire des bracelets de montre pour eux c'était facile finalement. Aujourd'hui, c'est une compétence qu'on a largement perdue, et donc aller voir des fabricants
avec des idées farfelues comme on peut en avoir chez Serica, et leur dire, je te jure, ça va faire une différence, écoute-moi bien, on va faire ça, et ça nécessite un développement complet, ça nécessite des ajustements, mais tous les bracelets en fait. Du plus simple finalement qui va être le bon clip, je dis simple, c'est pas simple, puisqu'en fait là on a dû trouver 3 fournisseurs différents pour bosser sur le même bracelet, historiquement. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a ce qu'on appelle de l'acier plié, donc c'est une compétence. Il y a du polissage, évidemment, sur les maillons, sur les attaches. Et ensuite, il y a ce côté brossé sur les maillons. Ça veut dire que les finitions doivent être faites après assemblage, puisque sinon, en fait, quand c'est assemblé machine et plié, tu vas avoir des marques d'usinage. Et en fait, assembler ces 3 compétences-là chez un seul fournisseur, en 2019, ça n'existait pas. Donc on a dû trouver des gens qui nous fassent confiance, parce qu'encore une fois, quand tu es une jeune entreprise indépendante, tu ne viens pas avec des volumes conséquents qui feront vivre ces gens-là. Donc que les mecs s'embêtent sur 1 an, 2 ans de développement pour un bracelet finalement où ils vont pas manger dessus, parce qu'on n'est pas Swatch Group. Faut être confiant, faut y aller, faut bien s'entendre, faut être patient. Celui-là, c'est pareil, faire cette maille aplatie avec une chute, c'est quelque chose qu'on voit très rarement, justement parce que c'est complexe. On démarre à 20 et on termine à 16. Et alors le bracelet Expédition là qui vient de sortir, je t'en parle même pas. Cette maille aplatie, tu vois que chaque lame ici qui vient créer cette bande polie sur la tranche du bracelet, qui vient la structurer et la solidifier, qui est aussi accessoirement très jolie. Chaque lame est une lame indépendante. C'est-à-dire que la manière dont elle se replie sur la maille, la manière dont elle pince, la tolérance extrêmement réduite avec laquelle la lame doit être parfaitement alignée, parce que si tu as une lame qui sort, à l'œil, tu vas le voir directement, qu'il n'y ait pas de fragilité, c'est-à-dire quand tu bouges le bracelet, qu'il n'y ait pas une lame qui sorte, etc. Plus les finitions, c'est l'enfer sur Terre. Alterner les finitions sur la petite attache ici, qu'on a séparée par une gravure pour qu'elle fasse moins massive, et du coup sur laquelle on a continué le polissage sur la tranche, mais sur laquelle on a brossé au centre. Enfin tout ça, je vais m'arrêter là, mais c'est complexe. Non, mais c'est complexe, ça prend du temps. Vous êtes passé par combien de protos pour ce bracelet-là ? Il y en a eu 4 ou 5, mais entre ces 4 ou 5 protos, il y a eu des dizaines et des dizaines d'itérations d'essais que moi j'ai même pas vu, que mon fournisseur a fait, qui est plus qu'un fournisseur d'ailleurs, qui est un partenaire que j'aime beaucoup, sur lequel il s'est cassé les dents. Et si t'as pas une vraie relation avec quelqu'un qui croit, qui a la même confiance, si tu veux, que toi, en se disant, tous ces petits détails, ces différences sur lesquelles je vais me casser la tête pendant 2 ans, ça va faire la différence entre quelque chose qui est abouti, qui esthétiquement n'est pas une redite de ce qui a été fait 150 000 fois. Et là, on raconte une vraie histoire, tu vois. Mais comme c'est pas moi qui polis les bracelets et les boîtiers, j'ai besoin de trouver des partenaires qui ont la même fierté, si tu veux, puisque sans vrai mouvement, sans partenaire mouvement, sans fabricant de boîte, sans cadranier, sans personne qui travaille le saphir, sans quelqu'un qui sait gérer la céramique, qui est prêt à s'embêter pendant plus d'1 an pour faire la teinte que je veux, alors que je suis personne et que cette personne-là bosse aussi bien pour Samsung que pour Apple, et c'est crucial. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire des montres aussi abouties. Abouti, ça nous fait passer au Serica version 2 dont je parlais tout à l'heure. Et pour moi, Serica version 2, c'est la parade. Qui est là, on est vraiment sur un univers où on oublie complètement, vu de loin, la tool watch, la field watch, etc. Parce que là, on n'a plus le boîtier, on va dire, emblématique de la marque, c'est-à-dire avec les Ansli, on n'a plus de Brodaro, on est sur une montre de premier abord exclusivement faite pour être belle et distinguée et habillée pour sortir en soirée, en smoking, etc. etc. Ouais. Mais c'est un peu plus que ça. Et ça, c'est sorti il y a combien de temps ? D'abord, celle-là, c'est une nouvelle itération de la parade. Ça, c'est pas la toute première. C'est la première cadran linen qu'on a testé.
Je reviens juste en arrière sur la raison d'être de la parade. Effectivement, beaucoup de gens l'ont vu comme quelque chose d'extrêmement différent, mais ce qui est logique en termes de forme finalement. Et c'est ce qui est compliqué. C'est-à-dire que la parade est sortie à l'occasion du 5e anniversaire de la marque. 5e anniversaire, on va dire ok, effectivement moi j'ai été nourri, biberonné à la Fieldwatch, c'est la raison pour laquelle je suis tombé amoureux des montres, et James Bond et d'autres, voilà, c'était la montre de l'aventurier, c'était la grande classe, et ces montres outils qui étaient faites pour remplir un devoir finalement et pas pour être belle, moi c'est celle qui me parlait toujours le plus. Mais c'est pas tout ce que j'aime d'autres choses. Et c'est vrai que la montre de forme, je vais dire montre de forme plutôt que de dire montre habillée finalement, c'est une proposition qui est extrêmement sexy, que j'ai appris à aimer, que j'aime aussi beaucoup, et qui souvent rentre en opposition avec la montre instrument. D'un côté, j'ai l'instrument qui est costaud, qui est incroyable, qui est robuste, qui est fiable, blablabla. Et de l'autre côté, j'ai l'objet qui est beau, qui est esthétiquement abouti, qui est fin, qui est précieux, etc. Là, l'idée, c'était pas de faire une énième dress watch, mais plutôt de se poser la question, ok, si Serica devait faire une dress watch, qu'est-ce que ce serait? Mais d'abord d'un point de vue vision, d'un point de vue conceptuel, avant d'arriver dans l'objet et dans son dessin, tu vois. Et la réponse, elle est simple, c'est-à-dire que pendant 5 ans, on s'est dévoué à finalement venir élever la montre instrument avec des matériaux, avec des finitions, avec des proportions, des finesses qui la rendent plus polyvalente, pour moi en tout cas, et plus jolie, tu vois, des finitions qu'elles n'ont pas toujours eues. Et là, justement, au contraire, on va d'abord se dire, ok, on va créer le point de départ, il n'est pas étanchéité, précision, robustesse, le point de départ, il est quelle élégance j'ai envie d'incarner, quelle va être ma forme, puisque tu l'as dit tout à l'heure, l'ADN de cette montre est vraiment dans la forme de son boîtier. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter comme histoire? Ouais, j'ai envie de raconter l'histoire d'un quotidien qui est élégant, qui est singulier, qui est différent, d'une montre qui est belle. Mais j'ai pas envie de raconter l'histoire d'une montre qui est fragile, donc pour un quotidien qui est fragile. J'ai envie de raconter l'histoire d'un quotidien élégant, mais qui peut être aventureux. Et ça, si tu veux, dans la conception de l'objet, c'est important. C'est-à-dire que la montre ne devait pas être trop petite, parce qu'on ne voulait pas cette sensation justement de montre dandy, black tie, costume de soirée, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais on voulait la présence quand même d'une montre sportive dans laquelle on puisse avoir confiance. Et ça, la confiance et la praticité d'une montre que tu veux mettre au quotidien, ça vient aussi pour nous avec un mouvement mécanique à remontage automatique et avec une étanchéité réelle. L'étanchéité réelle, là, t'es à combien là? À 10 ATM. Ok. Donc sans couronne vissée. Sans couronne vissée, mais tu vois que la couronne, elle s'insère, elle est vraiment protégée dans cet épaulement. 10 ATM, ça veut dire tu peux faire une immersion même prolongée, bien sûr. Et tout va bien. Alors évidemment, c'est pas, surtout avec un bracelet alligator, c'est pas la montre avec laquelle on fait pas ça pour encourager les gens à partir en vacances et à se baigner avec tous les jours. Oui. Parce que si vous voulez vous baigner, on a ce qu'il faut dans d'autres domaines. Mais c'est plutôt de se dire, je suis tranquille. Demain, je sors en scout, en balade, peu importe, et je me fais saucer par une pluie torrentielle. Je suis tranquille. Le jour de mon mariage, mon meilleur pote me pousse dans la piscine. Je suis tranquille. Je vais pas perdre la montre, même si je vais abîmer un peu le bracelet. Et ça, c'est toujours une démarche de se dire, ok, en tout cas, j'aime prétendre que j'ai pas à choisir entre l'élégance et la robustesse, même quand je pars sur un objet qui, de prime abord, est plutôt orienté sophistiqué, élégant, fin et raffiné, tout ça. Là, il faut clairement rebondir sur la prise de risque, parce que là, on pourrait se dire, mais où y a-t-il une demande, tu vois, en fait, pour une montre en termes de look, de design, d'esthétique, de sensibilité, on le voit bien, là on a un bracelet rembordé sans couture, qui est une façon qui est le type de bracelet qui va sur des montres ultra plates, exclusivement habillées, et là il y a une vraie prise de risque de se dire je vais proposer en fait une montre habillée qui à peu de choses près a les specs d'une Tool Watch. Et là, sur des montres dites Tool Watch étanches à 100 mètres, une Daytona c'est étanche à 100 mètres, une Yachtmaster c'est étanche à 100 mètres, une Speed n'est étanche qu'à 50 mètres. Non, mais c'est intéressant comme approche et qui est une illustration de vous voulez pas faire la même chose que les autres. Non, et c'est là où je rebondis sur ce que tu viens de dire aussi. Tu parles de répondre à un besoin. Où est le besoin d'une montre comme ça? En fait,
quand on développe des produits, très égoïstement, on ne réfléchit pas en termes de marché, de niche, à qui je veux plaire, etc. La première personne à qui je veux plaire et à qui je veux faire plaisir, c'est moi. Oui. Désolé. Non, mais très honnêtement, et s'il n'y a pas cette authenticité et dans la démarche et dans l'exécution, je pense que c'est plus compliqué en tout cas de donner vie à quelque chose qui tient la route. Quand tu crées quelque chose, que ce soit n'importe quoi, des souliers, une veste, une montre, en tant que, on va parler de façon extrêmement globale, tu vois. Un être humain crée un objet. Ça peut être, les motivations peuvent être diverses et variées. Mais créer, pour moi en tout cas, c'est une vraie forme de responsabilité, puisque pour créer, on utilise des ressources. Pour créer, on va aussi mettre des objets dans la vie de personnes. Et en fait, ces objets-là, si tu mets un produit de qualité avec une vision et une exécution le plus jusqu'au boutiste possible, c'est un produit qui va donner de la joie, en fait, qui va améliorer un quotidien. Et je ne dis pas achetez une montre Serica, vous serez plus heureux. Mais quoique. mais en tout cas, si on s'efforce de donner à ces objets des qualités de noblesse, de robustesse, d'élégance, et tout ça, c'est des qualités qu'on prête à des êtres humains aussi. Et pour moi, m'entourer de beau, de qualitatif, surtout dans un monde aujourd'hui, on va pas basculer en politique, surtout pas, mais le monde n'est pas dans un état complètement waouh en ce moment, et c'est des petites choses qui en tout cas peuvent nourrir d'une manière qui est rassurante, qui est élégante, qui est... c'est la différence. Moi, je pense que ce que tu décris, c'est ce qui fait que un produit, puis un deuxième, un troisième, un dixième, tout ça par une entité qui a une vision de long terme, ça devient une marque. Une marque, ça ne naît pas. Non, ça le devient. Et donc, il faut avoir une vision de long terme. Il faut faire des choses qu'on aime. Et qu'à un moment, cette sincérité-là, entre guillemets, elle paye. Je le vois bien, moi, quand je vous croise au salon, il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup d'intérêt. Évidemment, il y a aussi lié au fait que vous avez une distribution historique qui était exclusivement en ligne, puis avec un point de vente à Paris, et puis maintenant il commence à y avoir quelques distributeurs. Je fais un petit coucou à la vitrine horlogère en Belgique, avec qui vous bossez depuis quelques semaines, avec une approche de vente qui est intéressante, qui est sur rendez-vous, où justement on prend le temps d'échanger et de partager. Ils sont partenaires de la plateforme d'Alichous, ça c'est vraiment cool. C'est pas plus facile, c'est plus difficile de faire ce que vous faites. Mais c'est pas plus facile non plus de se dire je vais monter une marque avec ce que les gens recherchent. Voilà, Tool, ça ressemble à moitié à une Rolex, à une Omega, un truc, un machin, je fais ça pas cher, etc. En fait, ça suffit pas, parce que même à quelques centaines d'euros, une montre, on n'en a pas besoin. Et donc, il faut que ça nourrisse autre chose. Donc, toi, tu veux avoir... toi, tu veux expliquer et présenter avec sincérité quelle vision tu as pour la marque, comment elle avance et où vous allez. Donc ça, c'est le Serica numéro 2. Mais là, pour terminer, il faut qu'on aille sur le Serica numéro 3. Alors, la suite de Serica, alors, il y a quelques questions qui sont tombées. On va voir si on arrive à avoir quelques réponses. Évidemment, il y a beaucoup de gens, notamment Olivier, qui veut savoir quelles sont les nouveautés à venir. Là, Olivier, je suis pas sûr qu'on ait des réponses très très claires, quand même, mais on sait jamais. Romain Larrière, un nouveau modèle à l'horizon, mon cher Jérôme. Et puis, peut-être une question là où on pourrait peut-être avoir un oui ou non, parce qu'elle est plus précise. Y aura-t-il un jour une Serica en titane ? Et ça, c'est Flisty le Gaming 6366. Fais un effort, s'il te plaît. Et par contre, il y a Xavier, très très bon prénom, Sichel 2262, qui pose la même question. Serica en titane ? Pas forcément, parce que je suis pas un grand fan du titane, et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Le titane, effectivement, ça a des propriétés qui sont chouettes en termes de résistance à la corrosion, en termes de légèreté aussi. Aujourd'hui, on peut quand même faire des finitions sur le titane qui sont plus intéressantes que ce que c'était il y a encore pas si longtemps, mais globalement... ça va pas très loin quand même. Ouais, pour moi, il y a un côté, si tu veux, qui est souvent un peu mat, un peu microbillé, un peu gris, qui peut être très chouette sur des montres de grande taille, imposantes, justement pour
pour enlever du poids. Mais vu qu'on travaille finalement sur des proportions qui sont assez affinées, on n'est pas sur des montres... en fait, même sur la GMT, qui est la plus lourde et la plus épaisse de nos montres, on est sur quelque chose d'extrêmement confortable, finalement. Et c'est vrai que moi, j'aime particulièrement jouer avec les finitions alternées, les polis, les brossés, etc., les finitions, les arêtes très chaudes. Bon, très donc, pas de titane, les amis. Ah, mais là, sinon, il va, je le sens, hein, en bon tacticien, il va faire durer la réponse pour ne pas arriver à la suivante. Alors, il y a une demande, mais ça, il n'y aurait pas eu la question, moi, je l'aurais, là, je veux dire, je pense que beaucoup de gens vous attendent sur un chrono. Ouais. Ça, c'est... moi aussi. Et ben voilà, c'est ça la réponse. Non, il y a quelque chose, il y a un projet de 3 ans, hein. Donc évidemment là les amis, le sujet c'est l'incertitude de ce qu'ils vont faire, où ils vont, etc. Mais je veux dire, à partir du moment où un projet c'est 3 ans, là il y a forcément des protos que tu vas recevoir bientôt. Ouais, bien sûr. Il y a des choses dans les tiroirs. Évidemment, ces choses-là dans les tiroirs, elles sont dans la continuité de ce qu'on fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'au départ, et la gamme va rester étroite, parce que toujours en termes de cohérence de gamme, je veux que même dans 5 ans ou dans 10 ans, on puisse avoir une vision très claire de ce qu'est une montre Serica et de ce qu'est finalement l'état de ce que Serica va proposer à l'instant T. Donc chrono ou pas alors un jour peut-être. Ouais, clairement, on y travaille. On n'y est pas encore parce qu'on est en train encore d'essayer d'affiner un calibre, parce que... Tu parles là d'épaisseur. L'épaisseur du mouvement. Chrono, c'est épais. Hein. Et ouais, l'une des bases du chrono, c'est que c'est épais. Ouais, mais du coup, moi, nous, on veut pas ça. On veut un chrono qui soit élégant, donc un chrono qui soit fin. On veut un chrono qui soit fin, on veut un chrono qui soit différent, et on veut un chronographe qui soit... qui reste dans un prix qui soit relativement contenu, finalement. Même si chrono suisse, puisque tout ce que vous faites est suisse même depuis toujours. Chronomètre, etc., bien évidemment. Donc ça veut dire remontage manuel. Pas forcément. Pas forcément. J'ai réussi à lui gratter un truc. Pas forcément. Et c'est pas évident, parce que la base de notre travail, tout commence par le mouvement. Donc d'abord, on est dans des phases de développement avec les manufactures de calibre pour essayer de trouver... dans l'existant, ajuster, modifier, essayer de trouver des solutions qui nous parlent davantage pour pas se terminer avec un boîtier de 15 mm. Parce que ça, c'est pas possible, c'est pas Serica, parce que c'est pas polyvalent. Tu vois ce que je veux dire ? Quand c'est trop épais et que ça passe pas sous la manche d'une chemise... Ouais, mais si je reprends les questions, je vais pas redonner leur pseudo forcément, mais si je reprends Jean-Noël, Vernissam, etc., qui sont sur des modèles plus gros, tu vois, c'est toujours pareil. Un chrono en 39 qui fait 15 mm d'épaisseur, ça a des proportions qui, en fonction des goûts de chacun, peuvent être soit disproportionnées, soit adaptées. Tu sortirais un chrono avec évidemment, je dis une connerie, mais un 44 en 15 mm, ça fait moins épais qu'un 39 en 15 mm, quoi, tu vois. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas votre style, non, mais c'est... Non, bien sûr. Pour tout te dire, et notre ambition, c'est de tomber sous les 13. Avec de l'étanchéité. Donc ça charbonne sévère chez Serica. Ça charbonne sévère, et pour répondre à ta question du futur, évidemment, il y a plein de choses en développement. Là, si tu veux, en 6 ans d'existence, on a quand même réussi à créer une gamme étroite, mais fournie. On a 4 collections, on a des pièces emblématiques, on s'est exprimé sur des sujets que j'aime beaucoup. Maintenant, effectivement, on va pouvoir, s'amuser ou enrichir cette gamme, si tu veux, avec des variations cadrantes, comme on l'a fait sur la Parade récemment, sans nier à l'esthétique de la pièce, sans faire n'importe quoi. Et dans un temps 2, on peut peut-être... Il y a tellement de choses à faire, on veut s'exprimer sur différents types de complications, justement, détails. Il y a une dimension d'élégance, de poésie, de rêve, de souvenir. Dans la marque Serica, il y a une complication qui je trouve, en tout cas pour ma part, englobe tout ça, c'est la phase de lune. C'est un petit truc qui te trotte dans la tête, why not, maybe. Phase de lune, j'aime bien, c'est pas la prio, mais tu vois, si je devais faire une phase de lune, je la verrais davantage sur une parade. Tu vois, parce que c'est une complication poétique, on n'est pas vraiment dans l'instrument. Là, tu me parles d'une parade avec un triple quantième phase de lune, sexy.
Ça me parle. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'aurais envie de travailler. Mais ça veut dire, encore une fois, c'est un nouveau développement complet, puisque évidemment le calibre avec triple quantième phase de lune, il ne va pas rentrer dans un boîtier de parade. S'assurer que cette montre soit tout aussi élégante et proportionnée. Rester encore une fois dans une gamme de prix qui ne soit pas prohibitive. Je mets juste un petit mot là-dessus parce qu'en fait on crée pas des prix et on vend pas des prix, on vend des montres. Et aujourd'hui c'est vrai qu'avec tout ce qu'on met dans notre démarche, dans nos montres, que ce soit la proposition en termes de design, les matériaux, les certifications, les finitions, etc. Oui, on est extrêmement attractif et aujourd'hui je connais très peu de marques, pour pas dire pas, qui mettent autant dans la marmite, si tu veux, sur ce type de prix. Parce que là, le produit le plus cher en prix, c'est la 83 GMT sur bracelet acier, vous avez franchi les 2000 €. Ouais. Ça a été un gros sujet de discussion chez vous, là. Est-ce qu'on dépasse les 2000 ou pas? Non, même pas, puisqu'on y était déjà finalement. Tu veux, la GMT avec son bracelet rubber et ses pièces debout, elle était déjà au-dessus des 2000 finalement. Donc c'est pas tant de se dire, alors effectivement il y a certains prix qui sont soi-disant des barrières psychologiques. Je pense pas. Je pense que avant tout, ce qui importe, ça va être la proposition de valeur que tu vas faire. 2000 €, 10 000 € ou 500 €, ça veut rien dire si tu n'as pas une vision de ce que tu as en face. Tu vois, qu'est-ce que tu as pour tel ou tel prix? 300 € pour une montre en plastoc à quartz qui n'a aucune histoire, aucune proposition esthétique, c'est une escroquerie sans nom. Aujourd'hui, 2000 € pour ce qu'offre la GMT, ça reste pour moi très attractif. Demain, tu me dis 10 000 € pour, si je les avais, 10 000 € pour, j'en sais rien, une Patek qui en vaut 100, c'est même pas possible parce que c'est pas assez cher, tu vois. Donc en fait, le prix, si t'as pas conscience de ce que tu as en face, ça veut rien dire. Mais il y a quand même des chiffres, quand tu commences à les aligner, qui font la différence entre je peux faire rentrer cet objet dans mon quotidien et je vais l'utiliser en tant que tel et je vais en profiter, ou bien on me tape sur les doigts, c'est prohibitif et ça reste à jamais cantonné au domaine du rêve. Et ça, c'est pas notre démarche, justement. C'est pour ça qu'on essaie justement de faire quelque chose de cohérent et de pas prohibitif. Parce qu'en fait, on a la conviction que faire rentrer des jolis objets bien conçus, bien faits, dans la vie des gens, encore une fois, à commencer par les nôtres, c'est important et ça nous fait plaisir. Et moi, j'ai envie que mon frère, mon pote d'enfance, ma famille, quand ils viennent me voir, je commence à m'intéresser aux montres, qu'est-ce que je dois acheter? Et sans aucune hésitation, je peux lui dire, viens chez moi, crois-moi, tu ne seras pas déçu. Et ça, c'est important, parce que ça fait partie de qui on est aussi. La cohérence, les amis, je pense que c'est ça qui ressort de tout le propos, tout l'échange qu'on a eu sur l'évolution de la marque. Et la cohérence, on peut la regarder instantanément, ou en fait sur la durée. Et je pense que la force de ce que vous faites avec Gabriel et tous ceux qui vous ont rejoint, c'est qu'il y a une ligne directrice. Et là, qu'elle me plaise ou pas, ça n'a aucune importance, tu connais mon point de vue sur le sujet. Si vous voulez savoir ce que pensent les possesseurs de Serica, qui sont en fait les meilleurs ambassadeurs de la marque, vous allez sur dailyShoes.com/Serica, vous allez sur la plateforme, il y a quasiment une 60aine d'avis sur quasiment toutes les références de la marque. Pour en essayer, rendez-vous à Paris, rue de Turenne, la vitrine horlogère en Belgique, et qui y a d'autres en France? On a nos amis de chez Time and Tide à Londres, à Melbourne, Melbourne, c'est loin quand même. Très bientôt, très bientôt. Mais c'est cool, très bientôt à New York. Fantastique. J'espère bientôt au Japon, on est à Taïwan, on est en Chine. Donc ça veut dire distribution indirecte dans de plus en plus de pays. L'idée c'est toujours de trouver vraiment les bons partenaires. Encore une fois, on est jeune, notre histoire elle commence à s'écrire. Et faire confiance à quelqu'un, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, ou bien je fais confiance à quelqu'un et je trouve un partenaire qui incarne ce que je veux partager, qui est capable de raconter mon histoire et de positionner nos mondes dans un environnement qui me correspond. À ce moment-là, la marque peut rayonner avec l'intention originelle. Ou sinon, je prends des décisions à court terme et je veux juste avoir le plus de monde possible en essayant
de vendre des choses bradées à Pierre, Paul, Jacques, et puis l'image s'écroule parce qu'en fait, il n'y a plus cette fameuse cohérence. Et donc aujourd'hui, on se développe sur le retail évidemment à l'international parce qu'on a conscience que une montre Serica en photo, c'est joli, mais une montre Serica au poignet, c'est encore autre chose, et tu prends toute la mesure de ce qui peut se passer quand tu la mets au poignet. Donc oui, quand on rencontre des partenaires avec qui ça clique, avec qui ça résonne finalement, on y va. On y va et ça nous fait plaisir parce que justement, encore une fois, c'est le tout début. Donc cette vision long terme, elle s'exprime d'une manière qui est de penser que la plupart des gens qui portent des montres Serica, qui porteront des montres Serica demain, ils ne nous connaissent pas encore. Parce que je pense que ce qu'on fait, c'est chouette. Ça, ce qui est clair, c'est que si on prend les passionnés hardcore, tout le monde connaît Serica. Si on prend les amateurs, il y en a quelques-uns qui connaissent Serica. Si on prend l'acheteur de montre de demain qui a entre 1000 et 2000 euros pour s'acheter une montre, personne ne vous connaît. C'est pour ça qu'on a créé avec Dailyshoes la plateforme d'avis client, justement pour faire que les possesseurs de montres de marque, quelles qu'elles soient, et encore plus quand elles sont peu connues, en fait c'est une façon de s'ancrer, de se dire est-ce que je vais prendre la bonne décision en achetant cette montre, je ne peux pas me poser la question si je ne sais pas que cette marque et ce modèle existent. Et ça sert. Et donc là, avec les avis clients sur la plateforme et cette discussion qu'on a eue avec toi, Jérôme, vous avez une vision complète en fait de pourquoi Serica existe, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où ils vont. Et je pense que c'est vraiment c'est les cohérences et constructions. Pour moi, c'est ça qui est le sujet. Et puis après, si vous trouvez votre bonheur dans leurs produits, c'est fantastique. Puis on a bien compris qu'il y allait en avoir d'autres. On est impatient. On y travaille, t'inquiète pas. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi. Les amis, merci beaucoup d'avoir participé avec les questions que vous avez posées. J'espère que vous avez eu vos réponses. N'hésitez pas en commentaire à en poser d'autres. Je suis sûr que Jérôme sera assidu pour y répondre. Comment vous trouvez ce nouveau bracelet qui a été présenté sur la 8315 ? Il y a un vrai effort sur le sujet. Bonne chance pour la suite. Merci à toi. Salut les amis. Ciao, ciao. Au revoir, merci. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.